Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Casa Foot, votre balado ou podcast magazine portant sur l'actualité de la Bundesliga et du football allemand en français. Mathieu Lemay, votre animateur, qui est très heureux de vous retrouver. Désolé pour ce léger retard. Les petites contraintes professionnelles nous ont empêché de livrer l'émission plus tôt que prévu, mais cette fois, nous sommes bien là pour vous alimenter en actualité concernant le football allemand avec le Kaiser, bien sûr, qui me rejoint pour l'occasion, disais-je, David Lortolari, qui a été lui aussi très occupé, que ce soit par ses autres passions, comme le championnat de gymnastique, entre autres. Allô, Frenda, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe en ce début de printemps? Allô Mathieu, salut à tous. Il se passe que comme on l'avait envisagé en début de saison, on a une saison assez ébouriffante sur le plan national avec l'Allemagne. On va venir en détail sur les différents stades du classement du championnat. On a la coupe qui arrive et ça va être une finale aussi assez inédite. Hein, ça, on le sait, ça vient très vite. Et puis les coupes d'Europe, les deux principales coupes d'Europe qui nous offrent aussi une fin de saison haletante. On a eu des déceptions, on a eu des surprises. L'euro est dans toutes les têtes aussi par rapport à nous et notre cadre de discussion. La liste est en train d'être dévoilée. Elle va être dévoilée la semaine de notre émission. Donc tout ça nous propose une belle fin de saison, assez dense, assez intense. Certains sont déjà en train de réfléchir à la saison prochaine. Mathieu, nous en faisons partie et certains entraîneurs en font aussi partie. On va évoquer le Bayern qui est obligé de commencer à y penser, entre autres. D'autres aussi parce qu'en D2, certains sont déjà assurés de monter. D'autres, on pense évidemment à Darmstadt en première division, on le savait, on en avait parlé, ils sont déjà prêts à descendre. Bon, plein de choses à évoquer et puis toujours un regard sur la fenêtre parce que malgré tout, il y a quand même quelques journées printanières qui arrivent. On a vu des stades. Tiens, petite parenthèse rapide, Mathieu. En Allemagne, c'est amusant, ces stades. On joue l'après-midi en championnat, hein, très traditionnellement. Et on a souvent une moitié ombre, une moitié soleil. Pour les gardiens de but, c'est compliqué parfois. On se souvient d'Oliver Kahn avec sa casquette. Malheureusement, aujourd'hui, les gardiens de but sont plus du tout dans cette mode-là. C'est bien dommage parfois. Et pour les télévisions, c'est compliqué aussi. Alors maintenant, vous savez, les caméras s'adaptent automatiquement à l'ombre et à la lumière. Mais pour le téléspectateur, quand on voit ces terrains moitié ombre, moitié lumière, on sait qu'on est en train de basculer dans l'été et c'est une période sympathique, même si parfois on est obligé de scruter ce qui se passe dans la zone d'ombre parce que la caméra n'est pas encore très bien adaptée. Voilà les petites particularités du championnat d'Allemagne qui gardent cette tradition de jouer le samedi après-midi. D'ailleurs, dernière journée, vous le savez tous, dernière journée, samedi qui vient, tout le monde à 15h30, tout le monde en même temps pour pas rompre l'équité sportive. Oui, mais ce que font à peu près tous les C'est championnats, vrai. si je ne m'abuse. Puis de l'autre côté, ton évocation de la casquette d'Oliver Kahn me fait penser que, qui sait, peut-être un jour, on verra les joueurs de foot tous avec des lunettes de soleil. Enfin, Ouais. je dis ça un peu en plaisantant, ça serait drôle de voir les joueurs avec des lunettes noires sur le terrain. Ça serait presque de la science-fiction. Mais parenthèse fermée maintenant, on revient à quelque chose de plus sérieux. Ça fait déjà quand même quelques semaines que le Bayer Leverkusen s'est vu confirmer le titre du championnat de Bundesliga, mettant fin à un règne de 11 ans consécutif du Bayern Munich. Mais le point fort de cette saison du Bayer Leverkusen, c'est qu'ils ont battu l'ancienne marque de matchs consécutifs sans défaite tenue par la Juventus qui date de 2011-2012, alors qu'Antonio Conte en était l'entraîneur. Et ce qu'accomplit Xabi Alonso et le directeur sportif Simon Rolfas au Bayer Leverkusen avec le recrutement et la façon dont l'équipe s'est construite. Ce qui se passe cette saison, alors que maintenant, peut-être vous l'avez déjà entendu pour ceux qui m'écoutent dans Terminator Foot, le Bayer Leverkusen est rendu à 50 matchs sans défaite. Et il ne reste plus que 3 matchs pour non seulement terminer la saison comme Arsenal l'avait fait en Angleterre, c'est-à-dire une saison sans défaite en championnat professionnel, mais en faisant mieux, c'est-à-dire, toute compétition confondue, il y a la possibilité de terminer sans défaite également pour le Bayer Leverkusen, ce qui ferait donc 53 matchs consécutifs sans défaite. Je rappelle, David l'a mentionné tantôt, qu'il reste un match à la saison régulière et le Bayer Leverkusen sera confronté au FC Augsbourg, une équipe qui a aussi un enjeu qu'on va évoquer un petit peu plus tard. Ensuite, il y a la Coupe d'Allemagne contre une équipe de deuxième division. Ensuite, il y a la finale de l'Europa League contre l'Atalanta Bergame.
tous des matchs jouables, mais là où ça peut trébucher. On sait historiquement que le Bayer Leverkusen a eu l'habitude de tout perdre. Mais maintenant qu'on a déjà un titre en poche, qui est le championnat de la Bundesliga, une première en 120 ans d'existence pour ce club, et que la Coupe d'Allemagne, si on joue bien nos cartes, devrait être remportée par le Bayer Leverkusen si on suit la logique sportive, ça serait la conclusion quand même d'une saison magnifique. Et en fait, c'est déjà une saison magnifique que cette équipe a connue, qui nous a fait rêver et qui nous a rappelé, pour les nostalgiques parfois que nous sommes, que le foot est un sport d'équipe et que ce n'est pas juste les super vedettes qui la composent, même s'il y en a des jeunes comme Florian Wirtz, par exemple. Il n'y a pas que ça qui compte. C'est vraiment un collectif parce que, honnêtement, la majorité des joueurs du Bayer Leverkusen, on ne les connaissait pas. Et bien là, on les a découverts cette saison. On a découvert qu'il y avait du talent à peu près à tous les postes, même sur le banc, dans cette équipe qui se sont signalés. Et les joueurs, clairement, ont joué ensemble et ils ont cru tout du long au message, aux tactiques, à la façon de travailler de Xabi Alonso. Il y avait vraiment une cause commune qui s'est maintenue pendant toute la saison. Ce qui en a fait l'équipe, d'ailleurs, la meilleure en termes de buts marqués après la 80e minute, ce qui a permis justement à Leverkusen de maintenir cette séquence, souvent sur le fil à quelques reprises, de séries sans défaite. Alors, je veux t'entendre sur le Bayer Leverkusen, David, parce que j'ai réécouté les anciennes émissions. Quand on parlait de cette équipe-là, on s'est dit ça va finir par se replacer dans la normalité. Cette équipe avait l'habitude d'être surnommée Leverkusen, Vizekusen, mais là maintenant, on ne peut plus dire ça maintenant qu'ils ont remporté le titre. Et force est d'avouer qu'ils ont déjoué tous les pronostics, mais en même temps, ça nous réconcilie avec ce qu'on aime de ce sport, que ce soit en Allemagne ou même ailleurs dans le monde. Complètement, c'est bien de mettre en priorité ce concept. Alors, c'est rien d'inventif. Enfin, il n'y a pas d'invention là-dedans, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de créativité particulière sur l'idée d'une équipe. Parce que évidemment, une équipe, ça veut dire que c'est structuré, il y a un coach, il y a un encadrement, il y a des joueurs, il y a une forme de hiérarchie nécessairement. Ça n'est pas complètement plat, tout ça. Il y a forcément des joueurs qui ont plus de responsabilités. Il y a des architectes en amont de la saison. Et une équipe, c'est pas seulement un collectif, c'est pas seulement 1 plus 1 plus 1 plus 1 avec une équivalence. Mais c'est bien de remettre ça en tout premier parce que si aujourd'hui la différence de but est de 64 positives en 33 matchs, qui est un chiffre complètement fou, c'est pas seulement parce que Leverkusen enchaîne les buts, mais c'est aussi parce qu'en équipe, il en encaisse peu. Bon, ça c'est un petit résumé. Les obstacles principaux ont été passés, Mathieu. Les scénarios les plus fous ont été vécus. Mener contre une équipe des confins de l'Est de l'Europe en Ligue Europa, Karabakh Agdam, on est même plus qu'à l'Est de l'Europe, on est carrément en Asie. C'était le moment le plus sombre à une époque où on se dit tiens, peut-être que là ça va céder. Leverkusen s'en est sorti. C'était il y a quelques mois. Et puis il y a eu d'autres scénarios très bizarres, à commencer par l'un des plus récents contre l'AS Rome. On gagne facilement à l'aller, tranquillement, en Italie 2-0. Et on est mené 0-2 chez soi par 2 pénaltys concédés de manière malheureuse. Et on s'en sort. Alors tu as raison, on ne va pas rentrer dans les chiffres très précis, mais l'idée, on l'a à l'esprit, tu l'as mentionné. Il y a cette capacité à marquer plusieurs dizaines de buts après la 80e minute, 80e, pour beaucoup de matchs. Et en bonus de cela aussi, après la 90e, après la 90e, plein de buts aussi, et surtout des scénarios renversés. Et ça, c'est plus un hasard à un moment donné de la saison. Si ça se produit 2-3 fois, on se dit tiens, ils ont une petite supériorité physique ou ils ont eu un petit coup de billard, un petit coup de chance. Si ça se produit 7 ou 8 fois, c'est plus du tout du hasard. Alors on peut évoquer une bonne préparation physique, ça c'est une réalité. On peut évoquer surtout, je crois, c'est ça qui compte, une confiance cimentée au fil des mois, parce qu'évidemment quand vous ne perdez jamais, les gens de haut niveau vont vous le dire, le succès amène le succès, la confiance en soi amène la bonne passe du partenaire. Bon, ça s'est cimenté au fil de la saison et les plus gros obstacles ayant été surmontés, Mathieu, on imagine que les obstacles qui restent, sur lesquels on peut dire 2-3 mots précisément, qui sont moindres, sont très probablement susceptibles d'être surmontés par le Bayern.
Donc, bonne forme physique, bonne confiance en soi. Les joueurs qui entrent, tu as évoqué le banc, les joueurs qui entrent, qui sont enthousiastes, qui sont généreux, alors qu'on imaginait au cœur de l'hiver que bon, il allait y avoir un creux, la Coupe d'Afrique des Nations, des joueurs blessés. Les joueurs qui entrent ont répondu à l'appel. Je ne sais pas quel est le discours de Xabi Alonso auprès d'eux, mais en tout cas, ça a fonctionné. Et donc, il reste effectivement 3 matchs qui sont autant de petits pièges néanmoins. Match de championnat qui vient ce samedi. Augsbourg, tu l'as dit, a quelque chose à jouer. Alors Augsbourg, en plus, c'est compliqué parce que c'est un adversaire qui souffle le chaud et le froid cette saison. Par moments, ils sont très costauds tels qu'on les connaît. Par moments, ils s'écroulent. Donc difficile de savoir ce que Augsbourg va nous proposer. Ils sont 10e. Ils ont 2 points de retard sur la 8e place. Donc il y a encore quelque chose peut-être à aller grappiller et ça va être une belle motivation pour Augsbourg. Donc c'est un adversaire pour le Bayern qu'on ne peut pas négliger. En finale de Coupe d'Allemagne, le piège, c'est que vous êtes contre une équipe de la division inférieure, donc forcément vous êtes archi favori. Donc vous êtes la risée du pays si vous perdez. En plus, Kaiserslautern est dirigé par Friedhelm Funkel, qui est un entraîneur, un sorcier, qui sait bien faire gagner des matchs improbables avec des équipes moins fortes que l'adversaire. Donc ça, c'est une difficulté. On est évidemment largement favori. Et puis, tu as évoqué aussi la Ligue Europa, la finale contre une équipe de l'Atalanta qui, certes, est peut-être un peu moins forte qu'elle a été ces toutes dernières saisons, mais qui reste une belle machine à jouer, un beau club en Italie. Voilà, donc des objectifs accessibles, mais ça serait dommage, maintenant que le championnat a été gagné, qui est le gros d'une saison, qui est la grande satisfaction de la saison, ce serait dommage de laisser couler ces possibilités de tripler. Une Coupe d'Allemagne plus une victoire en Ligue Europa, ce serait une saison assez unique quand même, parce que le Bayern a réussi des triplés, des quadruplés, des quintuplés, des sextuplés. On cherche les mots en Allemagne, parce qu'en français c'est facile, mais en Allemagne ils ont du mal à trouver les mots pour justifier quand on gagne 4, 5 ou 6 trophées dans la même saison. Mais ça serait une dinguerie. Déjà que le championnat, là pour le coup le mot est valable, c'est historique. Même s'il y avait une défaite à la fin, ça resterait un truc dingue parce qu'il y a 15 points d'avance sur le Bayern. 15 points d'avance sur le Bayern. C'est incroyable. Il faudrait 6 défaites pour que le Bayern repasse devant. Rendez-vous compte. Et puis aussi, une énorme avance sur des grosses écuries, sur Dortmund dont on parlera plus tard, par exemple. C'est une saison éclatante. Maintenant, allez, on a envie d'en vouloir plus, c'est normal. On veut un couronnement. Moi, je ne suis pas partisan du tout. Je serais tout à fait favorable à ce que Kaiserslautern aille chercher la coupe. Ce serait une belle histoire. Le club italien de l'Atalanta va nous montrer aussi une belle partie. Tu voulais me questionner sur les qualités et les secrets de Leverkusen. C'est la technique de l'entraîneur, une tactique bien en place, une préparation physique tout à fait aux normes, pas de vedettariat malvenu, pas de grincement. Tout le monde s'est agrégé autour du capitaine Granit Xhaka, l'international suisse revenu d'Arsenal. C'est aussi un encadrement qui fonctionne bien. Simon Rolfes, ancien joueur, incarne la tradition maison comme directeur sportif. Son chef, Monsieur Caro, avec sa couleur hispanophone, s'articule très bien avec l'entraîneur Xabi Alonso, qui lui-même est hyper respecté en Allemagne. Et puis, la cerise sur le gâteau, si j'ai envie de dire, c'est que Xabi Alonso a annoncé, c'était quand même bluffant, a annoncé qu'il continuait une saison avec le Bayer Leverkusen. Et ça, c'est un respect immense, parce que Leverkusen n'est pas Manchester City en termes de moyens, n'est pas le Bayern en termes de moyens. Ça veut dire qu'il s'est mis d'accord avec les dirigeants, qu'ils ont harmonisé les prochains mois pour se dire, OK, on repart, on valide cette magnifique saison avec peut-être quelques renforts, en gardant, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on attend, c'est ce qui est probable, notre prodige Florian Wirtz. Et autour de ça, on va essayer de confirmer. On le sait, Mathieu, je termine par là, dans le plus haut niveau, individuel ou collectif, la difficulté, bien sûr, c'est de confirmer ce qu'on a réalisé, ce qu'on a atteint. Bonne chance à eux pour les matchs qui restent et bonne chance à eux pour nous montrer que Leverkusen, ça peut être éclatant aussi en Ligue des Champions. Pour ça, il faudra patienter quelques émissions. Rendez-vous au mois de septembre. Je note quand même dans ton résumé,
je rajouterais peut-être 2 points de détail. La première, c'est que dans les joueurs que le Bayer Leverkusen est allé chercher durant l'été en prévision de la présente saison, il y a beaucoup de joueurs qui sont revanchards, c'est-à-dire qui étaient rejetés par d'autres clubs. Je pense à des joueurs comme Alex Grimaldo. Et tu parlais de Granit Xhaka, c'en est un aussi. Absolument. Xabi Alonso a semblé bien identifier avec son directeur sportif des joueurs qui savaient qu'ils pourraient se magnifier au sein de son collectif, ou du moins comment lui l'envisageait. Et ça a fait toute une différence parce que Grimaldo a été une des découvertes de la saison, la qualité de ses coups francs et la précision de ses passes. Et ça aussi, c'est un autre élément. Xabi Alonso, aux entraînements, il pratique avec les joueurs. Et comme c'est un excellent passeur, il leur inculque, tu parlais de la technique, il leur inculque cette capacité à bien passer le ballon. Et quand je regarde souvent les statistiques en fin de match, Leverkusen est la première équipe que j'ai vue depuis longtemps à terminer les rencontres avec 90% et plus de passes complétées. Et ça inclut les passes en zone offensive. Ce n'est pas des passes par l'arrière faciles. Là. Et ce que ça me laisse à penser, c'est que cette préparation technique fait que non seulement Leverkusen peut être dominant parce que dès qu'ils ont le ballon, ils ne le lâchent plus, et ce faisant, ça aide la défensive et ça explique le différentiel de but en grande partie. Pourquoi? Puis peut-être le dernier point aussi que j'ai constaté, c'est que Leverkusen est dominant également sur phase arrêtée. On ne néglige aucun détail. Quand on tire des coups de pied de coin, on a une stratégie en place. On sait exactement qui est-ce qu'on veut viser. Et même, on passe au second ballon. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, que Leverkusen est allé chercher les buts salvateurs en fin de match. Lorsqu'on faisait l'assaut du but et qu'on récoltait des coups de pied de coin. Et sur coup franc direct, l'équipe aussi est très redoutable. Alors, ça veut dire que Xabi Alonso n'a négligé aucun détail dans son approche du club. Et on dirait que dès que les joueurs le mettent en application, ça aide à la confiance globale. Évidemment, les résultats y contribuent beaucoup aussi. Mais on sent qu'il y a une force de caractère maintenant qui anime cette équipe parce que cette capacité de toujours revenir de l'arrière quand on croit les choses perdues, ça indique que les joueurs en veulent, qu'ils ont faim. Tu en avais d'ailleurs parlé de cet aspect-là dans les émissions précédentes, le côté affamé. Et je trouve que les joueurs de Leverkusen ont faim. Alors, je vois mal comment ils pourraient échapper. Ça peut arriver, bien sûr, c'est normal. Mais je vois mal comment ils pourraient échapper. Disons, s'ils devaient l'échapper, ça ne serait pas à cause d'une contre-performance sur les joueurs, sur la coulerait douce et penseraient que les choses viendraient tout cul parce que maintenant, ils ont accompli ce qu'ils devaient accomplir. Je suis persuadé que Xabi Alonso leur rappelle et que les joueurs en ont conscience. Et peu importe ce qui va arriver, les 3 derniers matchs qui restent à cette équipe vont être très intéressants à suivre. Et moi, je crois à la possibilité qu'ils terminent sans défaite. C'est pas impossible maintenant. Mais ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Mais déjà, ce qu'ils ont accompli relève d'un exploit exceptionnel. Et j'ai déjà hâte de voir l'équipe la saison prochaine parce qu'il n'y a pas que Xabi Alonso qui a confirmé qu'il resterait au Bayer Leverkusen. Florian Wirtz aussi a dit qu'il resterait et qu'il est très heureux là-bas. Et je pense qu'il y a des joueurs qui vont vouloir rester. Et d'ailleurs, j'ai vu passer cette blague disant que comme quoi il y a des joueurs et des équipes qui sont présomptueuses. J'ai vu, par exemple, un commentaire du côté du Real Madrid disant on va gagner la Ligue des Champions et on aimerait bien en Supercoupe affronter le Bayer Leverkusen pour avoir le plaisir de leur infliger leur première défaite. Alors voilà, le message est lancé, mais ce serait une belle Supercoupe néanmoins. On la surveillerait avec attention, d'autant plus que Xabi Alonso a déjà joué avec le Real Madrid. Oui, tu as raison. Non, mais c'est vrai, ce serait une super perspective parce que la seule équipe à la mesure actuellement du Bayer Leverkusen est une équipe qui ne doute pas et le Real Madrid ne doute pas. Du moins, ça fait longtemps qu'il n'a pas douté. Non, en fait, on a l'impression qu'il ne doute jamais de rien avec, comme disait la chanson des Beatles, With a little help of my friends. Enfin bon, je vais m'arrêter là. On a parlé justement du FC Augsbourg et ça m'amène au second sujet, c'est la course pour les places européennes. Alors, si le top 5 est déjà très clairement affirmé et ne devrait pas bouger, sauf peut-être si le dernier match de la saison en sera révélateur, la position de deuxième au classement, il y a une petite lutte entre Stuttgart et le Bayern de Munich pour cette position. Mais globalement, le top 5 ne changera pas. Et considérant d'ailleurs les nouvelles règles qui seront mises en place pour la Ligue des Champions la saison prochaine, l'Allemagne aura 5 équipes en Ligue des Champions. Grâce, entre autres, à la performance des équipes allemandes en Europe, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, il y a une course à finir au classement en Bundesliga pour les places restantes et même une place supplémentaire peut se rajouter advenant que Leverkusen gagne la Coupe d'Allemagne.
Alors donc, sixième, on a Francfort qui a 3 points d'avance sur Offenheim qui est septième, qui a momentanément la dernière place de qualification disponible. Mais derrière, tu as laissé Fribourg un seul point derrière Offenheim. Et là, c'est là que vient la surprise du chef pour cette saison. Il y a 3 équipes à 3 points derrière qui peuvent prétendre à se rapprocher de la 8e et dernière place si jamais cette 8e place se libérait. On a le FC Heidenheim, le FC Augsbourg et le Werder Bremen. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ces équipes-là entrent dans la compétition pour une possible place européenne. Même si pour l'instant, hypothétiquement, la lutte se ferait entre Offenheim et Fribourg, il y a 3 équipes qui pourraient prendre une place supplémentaire qui sera en Ligue Europa Conférence, advenant que Leverkusen gagne la Coupe d'Allemagne. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est que le FC Heidenheim, qui en est à sa première saison en Bundesliga, soit à ce point dans la lutte, c'est déjà une surprise. Mais le FC Augsbourg, depuis le changement d'entraîneur, depuis la nomination de Jess Torup, cette équipe-là a complètement changé de visage et est maintenant largement au-dessus, ou en tout cas à la lutte pour cette place-là, et donc se retrouve un petit peu parfois au-dessus du milieu, ou en tout cas en milieu de peloton, alors qu'on avait l'habitude de l'avoir en seconde moitié de tableau. Et on a le Werder Bremen qui a déçu ces dernières saisons, mais qui restait en première division depuis son retour après une relégation. Et qui, là, pendant un moment, surtout en deuxième moitié de saison, a comme montré des airs du Werder, du top 4 d'autres fois par moment. Et qui a causé quelques surprises, notamment en battant le Bayern à Munich, par exemple, mettant fin à la séquence d'invincibilité du Bayern de Munich à son domicile. Est-ce que tu t'attendais sérieusement à ça, David, de voir 3 équipes comme ça, que personne, et même en Allemagne, je suis sûr que personne ne s'y attendait non plus, de voir ces 3 équipes ayant encore mathématiquement une possibilité pour se qualifier pour la Ligue Europa Conférence? Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est juste incroyable que ce soit ces 3 équipes-là, alors que ça aurait été peut-être plus logique de voir qui sait, peut-être des noms plus connus, comme le Borussia Mönchengladbach, par exemple, ou voir l'Union Berlin si on avait continué sur la lancée des dernières années, mais on a connu tellement un début de saison catastrophique que finalement, ça a profité à d'autres clubs au bout du compte. Alors donc, c'est pour ça, mais je pose quand même la question, Heidenheim, Augsbourg, le Werder, est-ce que tu t'attendais sincèrement à ce que ces équipes-là soient comme ça dans la lutte au classement et avec la possibilité d'aller participer à une compétition européenne l'année prochaine? Bah déjà, il y a deux, trois faits qu'il faut garder à l'esprit. Une Bundesliga à 18 qui a quasiment toujours été à 18. Hein, en fait, historiquement, elle l'était au départ. Ensuite, il y a eu ça a gonflé au moment de la réunification, puis on est revenu à 18. Ça veut dire déjà qu'il y a une densité. Ça veut dire que si vous êtes une équipe attendue et que vous décevez, automatiquement, vous êtes remplacé par une autre équipe. Alors ça, c'est une évidence, mais c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Deuxième chose, ce qu'on appelle en Allemagne la constellation, c'est-à-dire la façon dont les choses se produisent. Cette année, bon, si vous êtes 7 ou 8e, vous avez un strapontin européen. Bon, on pouvait l'imaginer, on pouvait l'envisager, mais c'est pas ce que c'est pas ce que vous imaginez. Vous imaginez être dans les 4, 5, 6 premiers pour aller chercher la Ligue des Champions ou, à défaut, la Ligue Europa. Le reste fait penser à la fameuse Intertoto d'il y a quelques temps où on était 7, 8, 9e et on se qualifiait pour une Coupe d'Europe de manière un peu backdoor, comme on dit au poker. Et c'était improbable. Là, c'est assez improbable aussi, c'est vrai. Tu as raison de mentionner Mönchengladbach parce que c'est peut-être la principale déception de la saison. Peut-être, il y a Cologne, mais Cologne avait peu d'armes offensives, donc il s'est un peu sabordé, mais Mönchengladbach est une déception cette saison, et du coup, d'autres prennent la place. Alors le Werder, non, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il ait une chance de se qualifier en Europe pour la dernière journée, certainement pas. Hoffenheim, oui, parce que tu l'as souligné toi-même, moi aussi par moment, il y a quand même de bons éléments dans cette équipe d'Hoffenheim. C'est un petit village, mais ça travaille très bien avec des moyens financiers respectables. Ça peut s'entendre. Après, effectivement, Fribourg, pardon, avec en plus la fin de carrière annoncée dans ce club régional de Christian Streich, on peut imaginer qu'il se sublime et qu'il parvienne à accrocher quelque chose. C'est compréhensible. Heidenheim, c'est la surprise du chef. Heidenheim, tu parlais d'équipe avec Leverkusen tout à l'heure. Heidenheim, c'est
Alors, il y a trois sensations cette saison. Leverkusen, Stuttgart, évidemment, qu'on n'attendait pas aussi haut, et puis Heidenheim, qu'on n'attendait pas non plus aussi haut. Mais en fait, les vertus d'équipe d'Heidenheim, on l'a encore vu le week-end dernier dans ce nul qu'ils sont allés chercher à Fribourg alors qu'ils étaient menés, et ils égalisent derrière quasiment dans les 5 minutes qui suivent, et on se dit cette équipe est indestructible. Donc oui, avec ces vertus-là, si d'autres louvoient, si d'autres perdent des points en route, bah, Heidenheim peut être dans les 10, effectivement. C'est spectaculaire. Moi, pour les avoir observés plusieurs fois, les avoir commentés un petit peu aussi, j'ai compris que cette équipe avait des ingrédients qui n'allaient pas se dissoudre, qui n'allaient pas se diluer. Oui, elle peut avoir un coup de fatigue au fil d'une saison, mais n'empêche que non, en fait, parce qu'elle est bien préparée, parce qu'elle a la culture de la D2 où on se bat dans un championnat très compétitif, parce qu'elle n'a pas joué de Coupe d'Europe actuellement, parce qu'en Coupe, elle est éliminée aussi depuis longtemps. Donc Heidenheim peut jeter toutes ses forces dans le championnat. Et on voit le résultat, Heidenheim est dans les 10. Et donc, oui, alors c'est improbable au départ, mais on comprend. On comprend pourquoi ces équipes sont là. Quant au Werder, ben, le but de Mitchell Weiser contre le Bayern Munich montre qu'il y a aussi des qualités individuelles dans une équipe comme ça, n'est-ce pas? Il y en a peut-être moins qu'à l'époque de Pizarro, Diego et autres Johan Mikou, mais il y a quand même encore quelques éléments intéressants pour venir peut-être lutter pour une 8 à la 12e place. Bon, et puis si ça veut Ils ont sourire. même pas eu besoin de Naby Keita qui a été Et suspendu. oui, La c'est direction vrai, a vraiment tranché et ça n'a c'est pas vrai. dérangé l'équipe en quoi que ce soit. Non, mais justement, la décision a peut-être été la bonne. Je terminerai simplement par une petite pirouette. Souvenez-vous que la dernière journée de championnat en Allemagne, c'est souvent une pluie de buts. Il y a souvent des buts, c'est spectaculaire, ça part dans tous les sens la dernière journée. Et le multiplex, on entend la petite sonnerie des buts quasiment tout le temps. Et donc il faudra le suivre, même si vous n'avez pas accession avec des droits télévision, il faudra le suivre peut-être avec les canaux radio, parce que c'est toujours spectaculaire. J'encourage ce samedi qui vient tous nos fidèles à suivre vraiment en direct. Il va se passer des choses. La seule chose qu'on peut craindre éventuellement sont des équipes qui auraient des intérêts au coup d'envoi, c'est-à-dire des équipes qui sont déjà qualifiées pour quelque chose, maintenues ou qualifiées pour l'Europe, qui mettent un peu le frein à main pour éviter que ça parte justement dans tous les sens. Mais connaissant la mentalité allemande qui consiste à aller marquer des buts, quitte à en encaisser, je suis plutôt confiant sur le spectacle qui va nous être réservé pour cette dernière journée. Il y a de l'enjeu un peu partout. Tiens, un exemple là, parmi les plus prestigieux des matchs qui viennent, Hoffenheim a quelque chose à jouer, il reçoit le Bayern Munich. Ça peut être spectaculaire avec Harry Kane qui va vouloir bien finir sa saison par ailleurs. Il y a Mais la plein de deuxième matchs. place aussi que le Bayern va vouloir maintenir devant Stuttgart. Stuttgart qui, Exactement. lui, aura le Borussia Mönchengladbach. Alors ça, donc le Bayern ne peut pas dire, on peut pas se tourner les pouces pour le Ah dernier match oui. de la saison. Oui, puis il y a l'orgueil, il y a l'orgueil, il y a l'honneur, et puis il y a plein d'équipes qui sont concernées pour ne pas descendre. On pense à Bochum, on pense à Union Berlin. Cologne a une petite chance encore, il se déplace à Heidenheim, ça va être considérablement difficile. Mais voilà, tous les matchs vont avoir un intérêt et c'est super parce que même pour Dortmund qui reçoit une équipe de Darmstadt qui est déjà condamnée, il y a plein d'éléments à avoir en tête. Comment se préparer pour la finale de la Ligue des Champions? Quel joueur éventuellement lancer? On a eu cette belle histoire du jeune Vétienne qui passait son bac au moment des matchs récents et qui commence à avoir du temps de jeu à 18 ans. Il y a plein de petites histoires. Ça va être une dernière journée fortement intéressante à tous les étages. Effectivement, parce que la course pour les places européennes vient influer ou va influer sur la course pour éviter la relégation où tu as 4 équipes impliquées. Tu as parlé de Bochum qui va jouer contre le Werder Bremen. Ensuite, tu as Mayence qui connaît toute une fin de saison. Encore une fois, ils finissent bien leur saison, Mayence. Mais là aussi, il a fallu un deuxième changement d'entraîneur pour enfin avoir l'électrochoc voulu. Et là, ils vont jouer contre Wolfsburg qui, lui, respirent enfin alors qu'ils étaient momentanément en danger il y a 2 semaines, mais ils ont eu une grosse victoire. Ça leur a permis de. En fait, ils ont eu, je pense, 3 victoires de suite. Ça leur a permis de sortir de l'ornière pour être mathématiquement au-dessus de la ligne rouge. Alors peut-être que Wolfsburg va relâcher, qui sait, on va voir l'accélérateur pour peser sur le frein à main. Alors Mayence est en bonne posture peut-être. Ensuite, tu as l'Union Berlin qui va jouer contre le C Fribourg, qui lui aussi a un enjeu. Sachant qu'Hoffenheim va jouer contre le Bayern, le Fribourg se dit la 7e place est disponible, il n'y a qu'un point d'écart. Alors que l'Union Berlin, qui est barragiste, se dit ben, on a une chance de sortir Ah de oui, là.
si on finit barragiste, c'est pas la fin du monde. On peut se reprendre au match aller-retour, même si ça peut être un piège, j'en conviens. La plupart du temps, pour l'instant, les équipes barragistes de première division s'en sortent mieux que celles de deuxième. Et tu as l'FC Cologne qui, la semaine dernière, est parvenu par une remontada de complètement, complètement déjanté, qui s'est gardé momentanément en vie, mais qui a quand même 3 points d'écart. Ça veut dire que Cologne doit impérativement gagner à Heidenheim, ce qui n'est pas facile, et qui doit souhaiter que tous les clubs en avant, surtout l'Union Berlin, trébuchent. Et il y a le différentiel de but également, c'est-à-dire que tu peux gagner, mais l'Union Berlin, si jamais le différentiel de but continue d'être favorable, le FC Cologne serait quand même relégué. Donc, c'est pas facile pour le FC Cologne, qui est probablement l'équipe la moins bien positionnée, même si la semaine dernière, elle a su conserver des chances d'être encore en vie, vraiment par miracle, dans un rare match où ils ont marqué 3 buts. Ça vaut le coup d'être noté. Et contre l'Union Berlin en plus. Donc, j'ai hâte de voir comment la saison va se finir. Ça promet toute une lutte pour le dernier match de la saison sur ce plan. Et là, ça m'amène à parler juste un petit peu d'Europe avant qu'on parle du Bayern. Justement, le parcours des clubs allemands en saison européenne, 6 clubs sur 7 qui franchissent la phase de groupe, 3 clubs qui se rendent jusque dans les demi-finales. Si on prend la Ligue Europa et la Ligue des Champions, ce qu'on n'avait pas vu depuis 1995, toutes ces performances, avec en plus la présence contre toute attente, mais néanmoins méritoire du Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions, même si on ne donne pas cher de leur peau contre le Real Madrid, ça fait qu'on aura 5 équipes allemandes en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est ce qui a déjà libéré une place supplémentaire pour les compétitions européennes en Allemagne, en quelque part avec les nouvelles règles, qui vont être mises en place pour cette Ligue des Champions, la façon de recalculer les indices. En fait, je trouve ça toujours nébuleux. Moi, l'indice UEFA, des compétitions européennes, tout ça. L'Allemagne, ça a en quelque sorte mis en bonne posture cette saison. Et ça va être intéressant d'avoir 5 équipes en Ligue des Champions la saison prochaine. En plus, cette année, il faut le dire, 3 équipes dans le dernier droit, alors qu'il n'y avait aucune équipe anglaise. Et c'est elles qu'on voyait là. Je trouve que finalement, encore une fois, l'Allemagne vient faire mentir un peu tout le monde cette saison, n'est-ce pas, David? Oui, et je peux vous dire que ce savoureux paradoxe a été relevé déjà sur l'idée que on déconsidère cette ligue par rapport à l'Angleterre, par rapport aux nombreux succès du 21e siècle des Espagnols, par rapport à une culture du football minute par minute en Italie, dans toute la population. Cette ligue allemande est un peu déconsidérée. On considère que ça défend pas, on considère qu'on souffre de la comparaison. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on limite les investissements dans les clubs, c'est pas parce qu'on défend avec peut-être l'idée d'aller vers le but adverse qu'on est forcément pas compétitif. La preuve que si. Alors attention, pas d'analyse sur une seule saison, parce qu'on sait très bien, il y a eu des finales 100% italiennes, il y a eu des finales 100% espagnoles. Là, on aurait pu on est passé quand même pas bien loin, à quelques minutes près d'une finale 100% allemande cette année en Ligue des Champions. Donc il faut aller doucement sur les coups de... se pousser du col, ça n'a pas tellement de sens à court terme sur une seule saison, mais tout de même, y a la récompense de cette générosité, moi j'appelle ça, c'est-à-dire ce panache, c'est un côté assez chevaleresque, même si, on va y venir, on va en dire un mot, mais le Borussia Dortmund, et pas uniquement dans le chevaleresque, hein, avec Terzic, c'est pas le Borussia Dortmund qui se jette vers l'avant, mais c'est intéressant, et ça me plaît, moi, qu'il y ait ce spectacle qui soit finalement récompensé. Donc oui, c'est bien. Après, il faut toujours valider. On arrive dans une finale, on sait que c'est pas toujours gagné. Le Bayer Leverkusen l'a vécu avec Ballack, ça a été un traumatisme. Finale européenne contre le Real Madrid. Le Borussia Dortmund sait qu'il est, comme tu l'as dit très bien, face à une espèce de montagne. Mais voilà, en vue de la saison prochaine, ce sont quand même de très très bons indices. Je pense que pour l'Euro, ça peut être aussi hyper intéressant par rapport à la présence aussi de joueurs de l'Autriche en Bundesliga, de joueurs français, plein de choses comme ça qui sont des petites promesses à court et à moyen terme. Moi, ça me va assez bien, cette constellation, encore une fois. Et en plus, les équipes qui sont susceptibles de se qualifier, Mathieu,
Bayer Leverkusen, c'est fait. Bayern, c'est fait. Stuttgart, c'est fait. Dortmund, c'est fait. RB Leipzig, c'est fait. Toutes ces équipes-là vont apporter aussi du savoir-faire, du panache dans les prochaines coupes européennes. Si c'est Heidenheim, ce sera très particulier, mais on avait l'exemple avec Union Berlin cette saison qui a mal réussi la transition, mais on voit un peu l'idée de départ, c'est-à-dire une équipe laborieuse qui ne lâche rien avec Heidenheim. Il y a même, en parenthèse, un questionnement en France, je m'éloigne un peu, pour l'équipe de Brest Oui, qui très a juste. connu toute une saison en Ligue 1, et en Italie, tu as Bologne également. Ça va être Oui, intéressant. Là. Il va y avoir des équipes dans les compétitions européennes qu'on n'attendait pas du tout. Ça va aussi rajouter un peu de piment, mais en même temps, est-ce que ces équipes-là vont tomber dans le piège de l'Union Berlin cette année, ou s'ils vont bien négocier le parcours? il ne faut C'est pas là que se ça va être dénaturer. intéressant. Oui, il ne faut pas se dénaturer. Et alors, j'en profite pour terminer, pour dire un petit mot, parce que c'est alléchant aussi. Si vous regardez un peu, penchez-vous un petit peu, cliquez sur les classements des divisions inférieures. En D2, on va avoir, avec notamment le Holstein Kiel, très au nord de l'Allemagne, qui va venir apporter sa tradition aussi des clubs de la Hanse vers la première division. C'est très, très bien. Il y a des poids lourds en D2 qui sont en train de lutter pour monter. En troisième division, pareil, on a des clubs légendaires aussi qui aspirent à remonter. Et dans les divisions inférieures aussi, pour monter en troisième division, on a aussi, alors je n'ai pas tous les noms en tête, mais on a aussi des clubs vraiment, vraiment légendaires qui sont en train de valider leur ticket. Donc, moi, j'aime bien l'idée de retrouver des places comme ça qui seraient un peu oubliées, des clubs avec soit des grandes villes, je pense à Aix-la-Chapelle par exemple, pour n'en citer qu'un, Dynamo Dresde, des clubs comme ça qui sont en train de se refaire un peu une santé. Et je pense que c'est bien, c'est un petit tacle vers l'Angleterre et vers les pays qui ont un peu trop ouvert leur philosophie, je pense, capitaliste. C'est un petit tacle. Je trouve que c'est bien que ces clubs se régénèrent par eux-mêmes. Alors je ne sais pas si c'est simplement la tradition, si c'est le fait qu'ils retombent sur leurs pattes après avoir eu des années noires, mais simplement pas le fait que ce soit de l'injection de capitaux indonésiens ou saoudiens ou qataris ou que sais-je, et que ce soit voilà, des forces locales qui se revitalisent. Je trouve ça assez sympathique. Donc regardez, toujours on dit à nos auditeurs et à nos fidèles, jetez un œil aussi sur les divisions inférieures, on en parle un peu moins, mais on aime bien les mentionner malgré tout. Il y a des clubs légendaires, historiques, qui reviennent aussi un peu en forme et qu'on aurait plaisir à revoir, sinon en première division parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, au moins dans les divisions professionnelles, parce qu'il y a plein d'entraîneurs qui sont d'anciens joueurs qui essayent de faire du bon boulot. Il y en a qui se recyclent, mais il y en a aussi qui s'affirment. Et tout ça, ça montre, je trouve, on verra à l'Euro ce qu'il en est avec l'équipe nationale, mais ça montre aussi une certaine vitalité du foot allemand malgré tout et un certain équilibre, une certaine santé financière relative au moins. C'est surtout ce que j'appellerais une santé, peut-être dans ce que j'appellerais l'expertise dans le travail, parce que avec, euh, avec une gestion économique qui est quand même assez bien contrôlée, on n'entre pas dans les surenchères, comme certaines équipes riches peuvent le faire, on arrive à dégoter de la qualité de façon générale, et en Allemagne comme à l'étranger, on arrive à avoir des projets structurants et structurés. Et Il y c'est a ce eu que quelques j'admire dérapages, hein, beaucoup Mathieu. en Allemagne. Il y a eu quelques dérapages, hein. Hertha Berlin, Schalke, c'est parti, Ça c'est arrive, parti complètement en vrille. Mais oui, c'est bien sûr, mais exceptionnel. ça arrive, c'est humain. On a déjà assisté à ça, mais je parle globalement parce que si tu compares à la France, où il y avait eu un débat récemment sur les performances dans les compétitions européennes des équipes françaises, mais est-ce qu'on a bien travaillé en amont pour permettre à ces équipes françaises de bien performer en Europe et de façon à développer une mentalité, justement? C'est pas juste du court-termisme, alors. Puis là, il y en a d'autres qui disent oui, mais on n'a pas les moyens non plus financiers pour y arriver. Mais c'est pas vrai. Il y a des équipes qui n'ont pas les moyens financiers qui font mieux que la France. Donc, pour moi, c'est le travail en amont. Ça renvoie à ce qu'on disait tantôt sur le Bayer Leverkusen. Construire un collectif, ça demande quelque chose là, entre les deux oreilles avec des gens d'expertise qui savent comment monter un club un peu plus à long terme. Et ce que tu dis par rapport à l'Angleterre, ça me fait penser à ce que Philippe Auclair a déjà dit sur Eurosport. Philippe Auclair, pour ceux qui ne le sauraient pas, et qui est excellent correspondant pour l'Angleterre depuis des années pour la France, là, mais qui est correspondant en Angleterre et qui même participe à des podcasts en anglais, et qui avait dit ceci à Eurosport. Il dit maintenant, les propriétés
des équipes anglaises en première division, c'est devenu des machines à laver. Je cite ses propres paroles. Et pour avoir lu un peu pour envoyer un peu ce que tu disais sur les équipes dans les divisions inférieures, oui, en Angleterre, on se partage la tarte de façon équitable pour les droits télé qui sont très plantureux, mais en économie, quand j'entends parler de la théorie du ruissellement par le bas, on a vu qu'en pratique, ça suit rarement la théorie, et dans le foot, c'est vrai aussi. Et en Angleterre, cette richesse d'en haut ne ruisselle pas forcément en bas. Et il y a des clubs légendaires en Angleterre qui disparaissent un petit peu dans les divisions inférieures. Il y en a même qui ont déclaré faillite, ce qui est un signe qu'il n'y a pas quelque chose de tout à fait sain. Alors que là, toi, comme tu l'expliquais si bien, en Allemagne, on a des équipes prestigieuses qui ont une histoire, mais qui sont coincées un peu en bas, qui sont en train de remonter, de refaire surface. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Il n'y a pas eu de catastrophe économique qui les a relégués ou qui les a fait complètement disparaître. C'est pas exactement ça, si ça peut arriver. Même avec la réunification de l'Allemagne au plan politique. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Et moi, j'ai hâte de voir la suite des choses. D'ailleurs, peut-être un petit mot sur la deuxième division avant qu'on aborde une question au sujet du Bayern de Munich. Tu parlais de Holstein Kiel, qui a officialisé sa qualification pour la première division. Avec le St. Pauli, bien sûr. Alors, le St. Pauli, on connaît son histoire, surtout au niveau de ce que j'appellerais l'approche populaire. On répète beaucoup qu'à travers l'Europe, pas juste en Allemagne, le St. Pauli possède un des groupes de supporters probablement les plus connus, les plus actifs, les plus impliqués dans le monde du foot. Il y a quelque chose d'inspirant à retenir de cette équipe et de son approche. Et là, les voilà en première division. Avec l'ambiance que ça va amener, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Mais je veux qu'on parle un peu de Holstein Kiel parce que c'est sa première présence en première division. Et depuis quelques années, justement, ça renvoie peut-être à une phrase que tu as dit plus tôt. Quand tu as des équipes qui ne performent pas à la hauteur, d'autres prennent votre place. Rappelle-toi, quand on a commencé le podcast, on avait l'Union Berlin qui arrivait en première division, c'était la première fois. Le FC Heidenheim, c'est sa première fois. Holstein Kiel, ça sera sa première fois. Il y a une tendance qu'on voit en Allemagne de grandes premières pour des équipes allemandes qui n'ont jamais touché à la première division et qui maintenant y accèdent. Et n'est-ce pas là, brièvement, une tendance qu'il y a quelque chose de sain actuellement dans le football allemand de voir comme ça autant d'équipes qui n'avaient jamais connu la première division, le haut niveau, et qui maintenant y accèdent et de façon méritoire. Oui. Et il faut connaître un tout petit peu l'histoire du pays, c'est-à-dire la séparation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. On pense à Energie Cottbus, par exemple, qui a connu, ou à Rostock, qui ont connu le haut des classements et qui ont dégringolé pour des raisons économiques essentiellement, peut-être de la mauvaise gestion aussi. Je ne me suis pas penché sur le semainier de chaque club, mais on peut l'imaginer assez aisément. Et Cottbus est en train de doucement, par exemple, renaître. Ils sont en train de se refaire. Il y a toujours eu, moi j'y vais de temps en temps, au moins une fois dans l'année, et il y a toujours cette forte présence, cette forte fidélité des supporters, même quand on est en 4e division. Et ça, c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas cette échelle-là. Si vous avez 5, 10, 20 000 personnes, ce n'est pas une surprise en Allemagne. On pense par exemple à Kaiserslautern qui amasse dans son stade des dizaines de milliers de personnes alors qu'il n'est pas en première division. Donc, tu veux dire qu'il y a une culture, que l'équipe gagne ou perde ou soit reléguée, les fans, les supporters sont là pour encourager leur équipe, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et alors, pour ce qui est de Holstein Kiel, il y a une vraie fraîcheur. Et ça doit quand même piquer un petit peu à Hambourg, parce que maintenant, ça fait combien? Ça fait plusieurs saisons. On ne voit pas passer les années, mais ça fait un petit moment qu'Hambourg piétine pour remonter. Et il échoue toujours, soit en barrage, soit à la 4e place. Je crois qu'Hambourg est 4e, là. Il ne va pas monter encore cette saison. Et il voit un club du quartier, Saint-Pauli, qui monte. Plus un club régional à côté, un peu plus au nord, Holstein Kiel, qui monte aussi, ça doit piquer à Hambourg, mais Kiel, c'est une grande fraîcheur. Et surtout, moi, c'est l'effet de loupe, évidemment, médiatique qui veut ça, mais Holstein Kiel, il y a 2 joueurs qui sont évidemment dans mon esprit. C'est Lewis Holtby, le germano-anglais,
qui est le numéro 10 de cette équipe, qui est un joueur magnifique, qui n'a pas réussi à s'imposer pour différentes raisons au plus haut niveau et qui participe fortement là, symboliquement à la montée de cette équipe en première division, Lewis Holby, numéro 10. Et puis Fitte Harp, le numéro 20, attaquant aussi, un espèce de prodige du football identifié très précocement, qui, contrairement à Martin Odegaard, par exemple, parti en Angleterre, qui lui a fini par réussir, Fitte Harp n'a pas réussi à passer le cap. Il était courtisé par les tout meilleurs clubs allemands à un moment. Finalement, il est redescendu et là, il va monter avec Holstein Kiel. Ce sont deux joueurs hyper importants, je pense, sur le plan symbolique, sur le plan marketing, pour lesquels on se dit, ah ben ça fait plaisir. Ils ont validé, après tant de saisons de galère, entre guillemets, leurs efforts et ils vont avoir le droit de rêver. Je ne sais pas leur destin individuel pour les prochains mois, peut-être qu'ils vont changer d'écurie, mais ils vont rêver en tout cas de rejouer au niveau de l'élite devant toutes les caméras de télévision et prétendre à faire une sensation aussi pour la saison prochaine. Donc ça, ce sont de belles histoires individuelles. Holstein Kiel, cette saison, ça a été puissant, ça a été costaud et ils méritent de monter. En deuxième division, c'était vrai aussi en troisième division cette année en Allemagne. Il y a eu une concurrence énorme. La preuve, c'est qu'Hambourg n'est que quatrième, Mathieu. C'est vrai, je suis content que tu parles encore d'Hambourg quand même si la saison n'est pas finie, ça s'annonce difficile. Mais il y a quand même, n'oublions pas que le troisième n'est que barragiste, il faut encore qu'il gagne le match aller-retour contre le barragiste de première division, et ça, ce n'est pas fait. Pour Holstein Kiel, moi, le détail que j'ai constaté, c'est que ça s'est parce que tu disais qu'Hambourg est peut-être un peu frustré d'avoir une petite équipe du Nord réussir. Mais Holstein Kiel, si je me souviens bien, était dans le haut du panier en deuxième division dans les saisons précédentes. Donc, eux aussi ont comme préparé, saison après saison, cette montée actuelle. Ça ne s'est pas fait comme ça sur le coup d'une baguette magique cette année. Non, ça s'est constitué d'une saison à l'autre. On a bâti l'équipe étape par étape, d'après moi, de façon à ce que, justement, peut-être cette année, c'était leur année au bout du compte. Et ça, je trouve ça admirable. Mais ce que je trouve encore plus admirable, c'est qu'on voit de plus en plus d'équipes allemandes qui n'ont jamais touché la première division et qui, là, maintenant, y accèdent, et par la grande porte. Moi, c'est ça que je note, et je trouve qu'il y a quelque chose de sain à travers ça. Et si jamais, selon ce que tu me dis, ben, ça se transmet dans d'autres divisions, au point où des équipes historiques refont surface après être disparues, étant donné le changement géopolitique des 20-30 dernières années, ben, je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va arriver pour la suite des choses. D'ailleurs, rappelons qu'en Coupe d'Allemagne, le parcours des deuxième et troisième divisions a été, selon moi, exemplaire, car il y a eu beaucoup d'équipes de première division qui ont trébuché. À un moment donné, on avait Saarbrück qui se retrouvait en demi-finale, et on a eu quand même le Fortuna Düsseldorf, qui pourrait être le barragiste d'ailleurs, qui se retrouvait en demi-finale aussi, équipe de deuxième division. Je pense qu'à partir des quarts et même des huitièmes, on avait plus d'équipes de deuxième et de troisième division que de première pour la Coupe d'Allemagne. C'est déjà un indicateur qu'il y a quelque chose de sain qui se passe en ce moment dans les ligues inférieures à la première division. Et je trouve ça sain parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un écart qui n'est pas si énorme. Et bien ça explique peut-être pourquoi, à être de même, sans faire de révolution au niveau du recrutement, ils ont identifié, ils savaient que le talent qu'ils avaient entre les mains pouvait réussir en première division. Puis moi, ça a été une belle découverte cette année. Yann-Niklas Besta et sa patte gauche, par exemple. La vitesse d'Eren Dingshi, qui était à un moment donné supérieure à tout le monde. Et un attaquant assez complet en Tim Klein-Dienst. Il ne va pas marquer 20 buts, mais il dérange, il apporte quelque chose. Et que dire des autres équipes? Kevin Müller fait un travail exceptionnel comme gardien de but. Dans les buts, bien sûr. Alors, exactement. Alors, c'est un exemple comme ça. Mais là, on va passer au Bayern Munich, ton club chéri, parce que en ce moment, FC Hollywood! Oui, bon, il y a un roman savon pratiquement digne du PSG qui se passe en ce moment. J'ai jamais vu ça, alors qu'habituellement, c'est quand même plus tranquille. Même si ça s'appelle le FC Hollywood, là, les sagas dans les bureaux, on n'en entend pas parler aussi souvent. Alors, au moment où je voulais préparer l'émission et où on aurait dû enregistrer plus tôt, le nom de Zinedine Zidane avait refait surface comme entraîneur possible du Bayern de Munich pour succéder à Thomas Tuchel. Ce nom-là a été effacé. Après est arrivé le nom de Ralf Rangnick, actuel sélectionneur de l'Autriche. Et on était à pas grand-chose, paraît-il, d'une signature jusqu'à ce que Ralf Rangnick jette l'éponge.
il reste sélectionneur de l'Autriche. Ça va être intéressant de voir l'Autriche à l'Euro encore cette année. Je sais que tu as une affection pour ce pays, moi aussi d'ailleurs, pour des raisons historiques et pour y être passé un petit séjour rapide pendant l'hiver, pendant mon adolescence, même si ça s'est passé très vite. Je ferme la parenthèse touristique ici. Ensuite, il y a eu d'autres noms qui sont ressortis. On a parlé de Lopetegui, par exemple, mais tous ont dit non, tellement qu'une pétition de la part de partisans du Bayern voulant que Thomas Tuchel reste en poste. Et là, tout récemment, juste avant qu'on enregistre aujourd'hui, il y a des joueurs du Bayern qui demandent à ce que Thomas Tuchel reste également l'entraîneur, même si ce dernier a répété à qui veut l'entendre qu'il ne resterait pas. Et pour Max Eberl, le nouveau directeur sportif qui est en poste depuis à peine 2 mois, je pense, là, il y a un double défi qui s'annonce à lui. Et peut-être même qu'il y a une forme de cercle vicieux. Ça va être de trouver un nouvel entraîneur le plus rapidement possible, mais aussi de se décider sur l'orientation au niveau du recrutement pour que justement l'entraîneur qu'il va choisir ou qu'il va accepter de venir entraîner au Bayern de Munich, ou à moins que Thomas Tuchel, sur un coup de tête, décide de rester, là, mais qu'on s'entende sur l'orientation du club. On en avait parlé dans une autre émission, sur l'orientation que le club va prendre au niveau du recrutement. Est-ce qu'on garde des anciens puis on essaie de tranquillement les remplacer parce qu'il faut à un moment donné tourner la page, ou bien si on est un petit peu plus radical dans le choix, dans nos choix, étant donné les difficultés que le club a quand même connues cette saison. Il y a comme, selon moi, un débalancement entre l'attaque et la défense qui avait commencé à poindre du nez la saison dernière et qui est ressorti à l'évidence un petit peu plus cette année. Donc, je me pose cette question-là. À quel point cette saga-là va être... est-ce que ça va te déranger? Est-ce que Max Eberl va être capable de trouver un entraîneur? Est-ce qu'il y a des noms qui sont libres auxquels on n'a pas pensé? Ou bien est-ce que le Bayern va sortir quelqu'un du cru qui est moins connu, comme Omar Hitzfeld, par exemple? Je parle des entraîneurs qui sont des gens qu'on connaît moins, mais qui sont très identifiés au Bayern et avec qui ça fonctionne. Où est-ce qu'on en est dans ce roman savon, David, au niveau de l'entraîneur du Bayern et de l'orientation que l'équipe va prendre pour la saison prochaine? Ben, on a du nouveau ce matin même. On a du nouveau ce matin même au moment où on enregistre là, au moment, il y a quelques heures, parce que le manager de Thomas Tuchel était dans les bureaux du siège du Bayern ce matin même, Olaf Meinking. Il a discuté avec le directeur sportif Christoph Freund. Il a discuté aussi avec Jan Christian Dresen, le président du Bayern. Et on a vu, d'après les photos un peu volées qui en sont sorties, on a vu une atmosphère plutôt rigolarde, plutôt détendue. Attention, je ne suis pas en train de faire de la surinterprétation. Néanmoins, ça fait plusieurs semaines que je me dis, moi, en observant les postures de Thomas Tuchel dans les conférences de presse, chaque fois qu'un journaliste, parce que ça ne manque pas et c'est notre travail, lui pose la question... est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir changement de décision? Est-ce que vous envisageriez pas de continuer avec le Bayern? Est-ce que vous suivez de près le recrutement du futur entraîneur, etc. Il a toujours une gestuelle un peu, comment dirais-je, il veut pas évoquer le problème. Ça donne la sensation, okay, non pas... Tu veux dire qu'il se montre évasif? Oui, exactement. Exactement. Et ça donne la sensation, non pas qu'il respecte le travail qui est fait par le Bayern pour trouver un nouvel entraîneur, ça c'est une évidence, mais surtout ça donne la sensation qu'il ne veut surtout pas s'impliquer dans la discussion parce qu'il est peut-être précisément impliqué lui-même dans des discussions, dans une réflexion personnelle. Je me mets un tout petit peu à sa place. Comment je pourrais digérer les attaques parfois brutales et frontales qui m'ont été adressées? Une récente encore en date où Lyonnais qui lui est rentré dedans en disant qu'il était incapable de faire progresser les jeunes. Comment il pourrait accepter ça pour continuer son travail avec le Bayern? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une solution raisonnable. Un peu fofolle parce qu'on a eu l'impression que le cordon était complètement coupé, mais raisonnable quand même sur le plan de la qualité technique et la qualité du technicien.
Et pour une autre raison, c'est que ça reste le FC Bayern qui peut aller en demi-finale de Ligue des Champions, qui reste le poids lourd du football européen sur le plan économique avec le Real, avec deux ou trois clubs anglais. Et c'est un prestige qui est inégalable, bien qu'il y ait plein d'entraîneurs qui se disent j'ai pas envie d'y aller en ce moment parce que ça m'a l'air d'être une poudrière. Mais moi, je me dis, Tourelle ne veut pas en parler. Tourelle fait des ronds de jambes. Il se tourne quand on évoque la question. Il a un sourire gêné. Je me dis, c'est pas terminé ce dossier-là. Et je ne sais pas à quelles conditions ça peut éventuellement se dealer. On peut éventuellement se mettre d'accord. On peut éventuellement partir sur un nouveau projet. Ça répond aussi en partie à ta question parce que ça voudrait dire que des caciques, des sénateurs, des pachas, des vizirs s'en vont. Goretzka, peut-être Kimmich, si on lui propose un gros contrat en Angleterre, pourquoi pas? Je ne veux pas Le trahir sa PSG, il y pensée. a toujours des rumeurs qu'il l'envoie au PSG, celui-là. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Donc ça voudrait. Je veux dire, il y a des conditions au maintien de Thomas Tuchel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Mais c'est chaud parce que le Bayern ne va pas se décider au mois d'août. C'est inconcevable. Même si les Bavarois construisent leur effectif souvent indépendamment du choix de l'entraîneur, parce que au Bayern, c'est comme ça. C'est pas l'entraîneur qui choisit la totalité de son groupe. Ça n'existe pas. Ça n'est jamais arrivé. Certains l'ont voulu. Ils se sont cassés les dents. Ancelotti, Guardiola, Tourelle, ils ont leur mot à dire, mais ils ne décident pas de 100% des recrues. Ça n'existe pas au Bayern. Ouais, Et mais donc, quand même, la plupart des entraîneurs qui passent au Bayern sont des gens qui ont montré des grandes facultés d'adaptation. Même oui, Ancelotti au Real Madrid, je ne suis pas sûr qu'il a son mot à dire sur le recrutement. Il ouais, regarde comment il s'en sort très bien. Il s'en est bien sorti avec d'autres équipes. Je pense même à l'AC Milan, c'est pas lui qui décidait non plus dans le temps. Et c'est pour ça que je trouve la parenthèse intéressante. Je l'ai mis ouais, dans ma question. Le choix d'entraîneur, selon moi, est tributaire peut-être de quelle orientation la direction sportive va ouais, prendre. C'est complètement. peut-être pour ça qu'il y a des entraîneurs qui refusent, parce que peut-être, justement, tu l'as dit dans ta phrase, on ne se sent peut-être pas à l'aise avec la poudrière actuelle, ou peut-être le vestiaire est divisé. Alors, quelle orientation on va prendre? Peut-être qu'il y en a qui veulent attendre de voir avant de choisir. Je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Peut-être que tu es au plus près, tu vois des choses. Oui, mais Même Thomas Tuchel, malgré les joueurs qui ont dit on veut le garder, je ne suis pas sûr qu'il fait l'unanimité en ce moment non plus non, 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 ça dans le n'existe pas. vestiaire. Oui, oui. Non, tout à fait. Alors, effectivement, il y a des joueurs comme Neuer, et Neuer, encore pour une saison, certainement, avant de céder sa place, pèse extrêmement lourd dans le football allemand et donc dans le vestiaire du Bayern, évidemment, comme Thomas. Malgré sa bourde en demi-finale. Oui, mais ça reste le monument. C'est vrai que c'était tellement malheureux. D'ailleurs, tiens, toute petite parenthèse sur ça. Roman Weidenfeller, ancien gardien de Dortmund, a fait une colonne dans le bi-hebdomadaire Kicker pour dire j'ai mal pour Manuel Neuer d'avoir qu'il ait commis cette erreur-là. Moi, comme gardien, je me sens très triste pour lui et je le vis dans ma chair. Et ça, on peut le croire. C'est tout à fait Ouais. honnête, me semble-t-il. Oui, mais il avait fait une bourde en Coupe du Monde aussi. Alors là, Oui, ça en fait deux. Pour ça, je pense important. qu'il est plus proche de la fin que du début quand Bien même. sûr. Il va falloir penser à trouver un vrai gardien là, qui va, comme Oliver Kahn avant et tout ça, qui va être le vrai titulaire au Bayern pour les prochaines années. Il va falloir y penser. Nubel est attendu, il est prêté à Stuttgart, reprêté, mais ça viendra un peu plus tard. Mhm. Mais il y a un autre élément qu'il faut garder à l'esprit. Donc il y a cette influence énorme des classiques par rapport au choix de l'entraîneur. Donc ça comprend Goretzka, ça comprend Kimmich, ça comprend Müller, ça comprend Manuel Neuer. Et j'imagine que Harry Kane, avec 36 buts marqués ou 35 dans le championnat, a son mot à dire, j'imagine. Mais il y a un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est Max Eberl, nouveau patron du sportif, qui est arrivé, qui a été installé début mai. Max Eberl peut dire, moi, j'étais pas là quand Thomas Tuchel, on lui a demandé de partir. Et moi, on me donne des clés, on me donne un Ah pouvoir. Je veux que Thomas Tuchel soit notre futur entraîneur. Attention, ça ne veut pas dire que Eberl n'a pas discuté avec d'autres possibles et qui ont refusé. Tu l'as dit très bien. Mais peut-être que Eberl peut peser tout son poids aussi pour dire bon, ben, Tourelle, on va lui prévoir un nouveau projet, on va partir avec une nouvelle orientation, des nouvelles couleurs dans l'effectif et on va poursuivre avec lui. C'est possible parce que Eberl peut dire moi, je suis nouveau, je suis installé pour longtemps
Et donc, je choisis l'entraîneur. Et ça peut être Thomas Tuchel, je ne sais pas. Pour moi, c'est quelque chose de concevable, même si tu as raison, ça ne fera pas l'unanimité. Il va y avoir de la casse. Il va y avoir des joueurs qui vont devoir soit rentrer dans le rang, soit quitter le club. Tuchel, en plus, on le sait, dans sa communication, il est assez cassant. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Depuis Mayence, c'est comme ça. Ah, il a toujours, il a toujours, je dis ça un peu en Une forme de plaisantant, mais en même franchise. temps, c'est sérieux, il a toujours un peu l'allure d'un colonel militaire, comme dans les Ouais, vieux films de guerre. ouais, Là, c'est vrai. parce que je me rappelle qu'au PSG, ils ont filmé un entraînement puis ils ont joué cette séquence où Oui, il est extrêmement cassant avec les joueurs. ouais. Alors, je comprends qu'il n'est pas aimé par tout le monde et peut-être c'est pour Oui, ça qu'il ne reste pas longtemps au sein d'un club en tant qu'entraîneur. C'est pas un entraîneur qui va rester plus de 3 ans, comme José Mourinho, par exemple, même si c'est pas tout à fait le même type d'entraîneur non plus, là, en termes tactiques. Mais on lui a reproché, par exemple, en Ligue des Champions, ses choix tactiques, des changements de joueurs en fin de match, par oui. exemple. Donc, il ne fait pas l'unanimité, pas juste à cause de son caractère. Oui, oui, oui. Après, alors, on aura enregistré, parce que le Bayern, ils font des analyses chirurgicales des saisons. On aura enregistré qu'il y a eu 7 défaites en championnat, ce qui est inadmissible. On aura enregistré néanmoins qu'on n'est pas passé loin d'une finale de Ligue des Champions qui, par rapport aux nombreux trous d'heure de la saison, est quand même au-dessus de ce qu'on pouvait espérer peut-être. Alors après, il y a eu des échecs retentissants. Il y a eu une défaite contre Sarrebruck, il y a eu un échec terrible contre Francfort à la maison, il y a eu cette défaite contre le Werder dans laquelle le Bayern a montré qu'il était euh, exsangue. Donc il y a des choses à corriger, ça c'est évident. Mais c'est pas seulement l'entraîneur, c'est l'effectif aussi. Bon, il y a toute une Oui. alchimie à retrouver, il y a un vrai chantier. Mais pour moi, et pour répondre à ta question, il y a forcément d'autres noms aussi, moins ronflants sur la liste, mais pour moi, Tourelle reste une option assez évidente malgré tout. Après, pour le reste, l'idée d'un intérim avant l'arrivée d'un Cador, Rangnick plus tard, Jürgen Klopp en 2025, etc., c'est peu envisageable parce que le Bayern n'est pas le genre de club à partir avec des adjoints d'adjoints. Hansi Flick, ça a été une réussite à court terme, puis derrière, ça n'a plus fonctionné. C'est un peu une exception. On peut imaginer que des adjoints prennent la main pour 2, 3 ou 4 matchs. C'est arrivé avec Andris Jonker, c'est arrivé avec Hermann Gerland, c'est arrivé avec Willy Sagnol, pour parler français, mais c'est pas sur une saison complète. Donc on veut quand même un entraîneur Oh, mais là, Willy expérimenté. Sagnol, il est bien en Georgie, je pense. Oui, C'est ça, il exactement. faut le dire. Puis, bon, mais il y a eu toutes sortes de rumeurs. On a même nommé Franck Ribéry comme entraîneur. J'avoue que j'ai du mal à le voir à ce poste-là. Il va démarrer avec Le les jeunes, retour de Franck. Nagelsmann, peut-être, mais c'est Oui, pas. Pour l'instant, il est avec l'Allemagne, alors c'est pas fait. Puis, dépendamment de la performance à l'Euro, mais ça sera dans une autre émission. Nagelsmann pourrait rester en poste. Alors, ça, c'est. bien Donc, sûr. il y a beaucoup d'incertitudes. Mais c'est pour ça qu'il nommait la possibilité de voir quelqu'un peut-être un peu du cru, qu'on connaît moins, qui pourrait devenir l'entraîneur. C'est peut-être pas un nom ronflant, mais qui irait dans le sens de ce que tu dis au sein du Bayern. Après tout, le Bayern a déjà eu des entraîneurs. Jupp Heynckes, bon, il est allé un petit peu à l'extérieur, mais Jupp Heynckes et Omar Hitzfeld ont été très identifiés au Bayern de Munich et ont réussi spécifiquement là-bas. Bien sûr. Alors, je me dis, pourquoi pas un nom de ce calibre-là. Ouais, Après, dans l'analyse, j'espère que dans l'analyse chirurgicale, on va quand même noter, bon, on a gagné 11 ans de suite, on était dû pour en perdre une, ouais, c'était celle-là. On avait eu l'avertissement l'an dernier, on n'a pas comblé peut-être tous les éléments qui étaient au niveau des points d'alerte. Donc, absolument. il va falloir, et peut-être qu'il va falloir, tu l'avais souligné, là, tu ne l'as pas dit là, mais tu l'avais souligné avant, peut-être au niveau du renouvellement des joueurs, ben, trouver peut-être des joueurs plus affamés qui, eux, n'ont pas connu cette période-là, mais qui ont cette mentalité. Et ça peut être à partir du Bayern, au sein même du Bayern lui-même. Je pense aux jeunes Moussiala. Il y a quand même des jeunes là, dans cette équipe qui sont fort intéressants, là, et dont d'ailleurs Tourelle a donné un peu de temps de jeu au dernier match, et qui n'ont pas été si mauvais que ça. Il y a quand même donc Zvonarek, quelques éléments en place absolument. intéressants. Ouais. Oui, oui, oui. Après, enfin, pour moi, ce serait pas incongru non plus d'avoir un Ten Hag qui a été le néerlandais, qui a été là en échec à Manchester, mais enfin en échec relatif.
mais qui avait c'est été plutôt le choc excellent. de l'organisation parce que Ah presque oui, tous les entraîneurs qui sont passés depuis la retraite de Ferguson ont été lessivés, comme quoi c'est tout à fait. difficile de remplacer un icône qui a été là pendant si longtemps. Ouais, Et là, financièrement et tout, là, tu parlais de chaos là, ou de poudrière. Je pense que la poudrière est bien plus grande à Manchester United c'est vrai. dans les étages supérieurs, au point que n'importe quel entraîneur, c'est aussi doué soit-il, finit par se casser les dents. Le recrutement, j'ai l'impression que ça fait sans. On s'imagine que parce que tel joueur a tel, je dirais pas tel profil, mais plutôt tel niveau individuel, on va le faire venir, il va aider l'équipe. Mais la somme d'individus de talent ne fait pas une équipe. C'est le plus bel exemple ici au sein de Manchester United. On a l'impression que l'effectif a été monté de briques et de broc à partir de joueurs calibre international, mais mal assemblés ensemble. Ça ne fait pas un casse-tête harmonieux, en fait. Mais Eric Ten Hag, je pense que c'est quand même un bon entraîneur dans les circonstances. Il pourrait être une solution s'il est viré de Manchester United. Peut-être une candidature intéressante après tout. Oui, et d'autant plus que, enfin d'autant plus, ça n'a pas forcément de rapport direct, mais Manchester United courtise Tourelle aussi, qui a laissé filtrer à nouveau cette saison. Il l'avait fait par le passé, que la Première Ligue, l'Angleterre, ça lui plaît, ça lui convient et qu'il est attiré par ça. Donc c'est aussi, en tout cas pour Tourelle, ce dossier Tourelle, on parlait d'un intérim avant l'avenue d'un Jürgen Klopp en 2025, éventuellement une hypothèse. Un intérim, Tourelle n'acceptera pas ça. S'il reste, ça sera au-delà de 2025. Je veux dire, le contrat qui lui sera confirmé cet été, s'il reste, ce sera pour. Alors après, on a vu avec Nagelsmann qu'un contrat de 5 ans n'avait pas de valeur, mais à part financière. Mais Tourelle voudrait se réengager parce que je sais, ça discute. Les deux parties on essaie de tourner un peu la planisphère. Quoi, Est-ce donc, que c'est possible, sous question, est-ce que c'est possible que dès le moment où Xabi Alonso a dit je reste au Bayern Leverkusen, là, le Bayern Munich, on a l'impression qu'au niveau des options, je ne dirais pas qu'ils ont paniqué, mais là, d'après moi, c'était lui qui était en tête de liste complètement. parce que le Bayern adore voler à ses poursuivants les Ouais. meilleurs éléments et sans doute que le Bayern s'est dit on ne va pas laisser le Real Madrid le prendre puis Ancelotti va rester encore. Donc, on a une opportunité, mais là, Xabi Alonso dit non, je reste. Oups, ta première option te dit non. Alors là, quand tu regardes les autres options, tu te dis, ouh là là, mais là, on s'essaye, puis maintenant, là, on sent que la fenêtre s'est rétrécie à partir de là. Mais oui, c'est exactement ça, mais c'est un peu dommage et c'est un peu, c'est un peu biaisé comme vision parce que encore une fois, les entraîneurs beaucoup moins connus, plus improbables, ben Hansi Flick n'était entre guillemets que l'adjoint de Joachim Löw. Alors il avait un rôle très important en équipe nationale, mais c'était quand même le gentil Hansi Flick qui est arrivé là-dedans en cours de saison. On lui a donné 2 matchs au Bayern et il a gagné 6 titres à la fin de l'année. Donc il ne faut pas non plus vouloir absolument Klopp ou vouloir absolument Ancelotti ou bon. Je trouve pas ça forcément hyper pertinent de vouloir absolument le cador du moment. C'est normal. Surtout que le Bayern est tellement ravi d'avoir pu faire venir Pep Guardiola il y a quelques années. C'est Karl-Heinz Rummenigge et Hoeneß qui l'avaient convaincu. Donc ça, ils en sont très fiers, bien sûr. Mais on peut faire de très belles saisons avec des entraîneurs moins connus. J'en citerai un, mais apparemment ça s'est refroidi. Mais Roger Schmidt, qui a eu avec Benfica, là ça s'est moins bien terminé. Il est lessivé lui aussi. Mais Roger Schmidt avec Benfica a fait de très belles choses. C'est un entraîneur reconnu en Allemagne. Et c'est ce genre de calibre ce qu'on appellerait de deuxième division pour être un peu cassant, mais qui peuvent très bien travailler aussi avec un vestiaire. Tout dépend de l'exigence des joueurs. Et évidemment, tu as raison de dire que si on régénère avec des joueurs qui ont plus d'appétit, des jeunes, on peut peut-être travailler de manière un peu plus sereine. Dernière question pour finir cette excellente émission. Mais je me doutais que rendu au Bayern, ça ferait une excellente discussion, mais c'est ça les romans savants. Finalement, c'est ce qui suscite le plus de discussions. Ici même à Montréal, on utilise le terme anglicisé de drama, comme drame. Et là, actuellement, c'est une rare fois où on sent qu'il y a comme un drama au sein du Bayern de Munich. C'est ce qui nous change un peu de de la routine habituelle, mais en même temps, comme on n'est pas habitué, ça m'intriguait, j'avoue. Mais j'avais une dernière question, mais qui va te plaire parce que je sais que tu as écrit un livre sur les gardiens de but.
dans le foot. Et cette question-là, je l'ai reportée parce qu'il y avait tellement d'autres sujets dans les émissions précédentes, mais je voulais qu'on l'évoque parce que je trouve que ça a été un élément marquant de la saison en Bundesliga cette année, en dépit du fait que la Bundesliga a battu des records au niveau des buts marqués. Et au niveau de l'attaque, il faut qu'on parle des gardiens. Et les gardiens en Bundesliga, je trouve qu'il y en a plusieurs qui se sont signalés cette saison. J'ai parlé de Kevin Müller tantôt au FC Heidenheim. Je trouve que c'en est un qui s'est signalé. Une de mes grandes surprises, c'est Finn Damen, le gardien du FC Augsbourg. Et on voit que le fait qu'il soit blessé ou qu'il soit absent, ça a eu des impacts parce que le FC Augsbourg n'a pas gagné avec son substitut. On a bien entendu Gregor Kobel, le gardien du Borussia Dortmund. Dans la première moitié de saison, il est probablement celui qui permet à cette équipe de se maintenir malgré une première moitié de saison très à l'avenant. Tu as parlé de Nubel à Stuttgart, il a fait du très bon travail. On pourrait parler aussi d'un Oliver Baumann qui, malgré le fait qu'il soit bombardé parce que la défensive d'Offenheim est probablement l'une des plus poreuses que j'ai jamais vues cette saison, le nombre de fois que les défenseurs se font prendre par des situations somme toute banales par des joueurs offensifs, mais que Baumann vient leur sauver les fesses, excusez-moi l'expression, ça permet à Hoffenheim d'être dans la lutte pour une compétition européenne. Heureusement qu'Hoffenheim a une grosse attaque parce que sinon Hoffenheim se ferait atomiser, mais c'est Baumann qui leur sauve la mise à plusieurs reprises. Et plusieurs fois, j'ai été témoin d'arrêts spectaculaires dans des moments clés du match. Même un gardien comme Castells à Wolfsburg a eu son mot à dire dans certaines rencontres. Des gardiens comme Marvin Schwab, Moritz Nicolas qui est avec le Borussia Mönchengladbach. Tous les gardiens ont eu leur mot à dire. Atubolou, qui a eu un mauvais début de saison, s'est replacé avec Fribourg parce que tu l'avais dit, Christian Streich lui a fait confiance. Alors, je voulais t'entendre un peu sur les gardiens en Bundesliga, à quel point beaucoup de ces gardiens-là, puis j'en oublie des noms là, alors que j'aurais pu nommer, ont eu leur mot à dire, malgré le fait que la Bundesliga, qui est réputée pour être offensive, a battu des records en termes de buts marqués. Mais ça veut dire que les gardiens, ça implique que les gardiens doivent bosser et il faut quand même des arrêts clés dans certains matchs qui font des différences, parfois sur les résultats et sur le positionnement des équipes cette saison. Ah, les gardiens allemands, c'est fabuleux. Mais d'ailleurs, c'est pas une. Les gardiens en Allemagne, c'est pas tous des Allemands. Oui, mais justement, j'allais focaliser sur les Allemands, mais tu as raison. C'est fabuleux et d'ailleurs, ils ont une influence capitale. On le voit dans les médias aussi. Alors, les consultants les plus en vogue, les plus influents sont plutôt des milieux de terrain. Matthäus, Ballack, Dietmar Hamann, Mario Basler. Dans des styles très différents, mais on a quand même... C'est de la grosse pointure quand même. Là. Oui. Non, mais on a aussi des gardiens qui s'expriment. Je pense à Stein dans le kicker. On parlait de Weidenfeller tout à l'heure. Bodo Illgner, le vainqueur de la Coupe du Monde 90, qui a joué au Real Madrid, est aussi invité régulièrement et on lui dresse le tapis rouge. Donc les gardiens en Allemagne, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de toute façon d'être omniprésents puisqu'ils sont bombardés. Bah oui, parce que forcément, avec tous les buts marqués, il y a un truc qui m'a frappé cette saison, Mathieu, parmi les différents aspects, c'est que les gardiens remplaçants ont été très forts. Alex Mayer à Dortmund, fort, alors qu'il a au-dessus de lui Gregor Kobel, international suisse, le meilleur gardien du championnat, c'est reconnu comme tel, on peut discuter, meilleur gardien du championnat actuellement, mais quand Mayer a dû jouer, il a été quand même souvent très fort, très solide. Je pense à Yanis Blasvi au RB Leipzig, quand c'est pas Goulashi, parce que le gardien hongrois a été longtemps blessé, Blasvi a quand même été très bon, voire meilleur, moi je l'ai trouvé parfois vraiment bluffant sur des matchs. Et puis, effectivement, les gardiens qui sont en dessous de la hiérarchie de l'équipe nationale. Donc, ça part de Baumann, qui pourrait éventuellement être troisième gardien dans un Euro. Kevin Trapp, c'est des joueurs qui sont aux portes de l'équipe nationale ou dans l'équipe nationale. Mais derrière, effectivement, Moritz Nicolas, qui a suppléé Omlin, remplaçant d'Omlin, très bon à Mönchengladbach. Il est devenu titulaire à Mönchengladbach. Il est devenu titulaire, exactement. Riemann à Bochum a été un héros aussi sur certaines parties. C'est vrai. À Touboulou, c'est particulier parce que Streich a bâché les questions en conférence de presse dès le début de la saison en disant moi, c'est lui, on lui fait confiance, il est jeune, il va faire des erreurs, on l'a intégré, ça sera lui. Donc là, il n'y a pas une concurrence
dans le club à Fribourg, mais c'est Atumbolu. Mais il est tout jeune, il va se développer. Tu as eu raison de dire qu'il était meilleur au fil de la saison. Oui, C'est c'est vrai, parce exact. que la majorité de ses erreurs étaient en début de saison. Et là, Oui, au fur et à mesure que la saison est avancée, on en voyait beaucoup moins, mais on a vu plus d'arrêts de sa part. Karius, qui est parti et qui a été tragique avec Ah, Liverpool, a le droit d'être bon aussi. Il est plus en Bundesliga actuellement, mais il peut revenir. Puis Nubel a rebondi de ses difficultés à Monaco et avec Stuttgart, il est clairement une pierre à l'édifice essentielle. Après, il y a effectivement les étrangers qui ont été bons aussi. Radetzky, on a fini par comprendre, le public qui ne voulait pas regarder le Bayer Leverkusen parce que c'est une petite équipe pharmaceutique, a fini par se dire que peut-être il y avait dans cette équipe des bons joueurs et un bon gardien. oui, puis Lui, il son est à la fin. substitut a bien fait aussi. Oui, Kovac oui, a bien fait. il est à la fin de sa carrière, mais c'est un excellent gardien finlandais. Oui. Je trouve, c'est pas nouveau, hein, mais je trouve que cette saison, il y a cet aspect des gardiens numéro 2 dans les clubs qui assure. Et puis, il y a une vraie émulation. Alors, il y a une qualité de formation, bien sûr. Il y a le côté spectaculaire, c'est vrai. Des gardiens qui font des arrêts, c'est spectaculaire. Mais pour moi, ce qu'a fait Donnarumma avec le Paris Saint-Germain, ce but où il a été si critiqué contre Dortmund, qui privilégie la chute du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, enfin, je peux me tromper, mais un gardien allemand n'aurait pas fait cette erreur. Donnarumma est tellement fort, tellement agile sur sa ligne qu'il s'est dit, je vais me donner une chance de reculer d'un mètre et d'arrêter le ballon. Il n'a pas pu le faire, il aurait pu aller le chercher, c'était dans la surface de but. C'est vrai que les gardiens en Allemagne sont très agressifs sur Un le peu coup de plus, pied de je coin, trouve. mais ça n'empêche pas certaines équipes de marquer des buts des fois aussi. Parfois, la prise de risque, ça veut dire que. Bien sûr. Mais ça veut dire que. Je reviens au travail en amont, hein, de part et d'autre, mais tu as raison, hein, les gardiens en Allemagne sont beaucoup plus agressifs. Ben, il y a des écoles. Il y a des écoles. Alors après, il y avait une école très Oliver Kahn, assez traditionnelle, des réflexes, qui a fini par un petit peu s'éteindre pendant un moment avec, zut, son nom m'échappe, mais celui qui était censé être le successeur d'Oliver Kahn, un jeune gardien dans les buts du Bayern, qui a finalement fait une carrière honorable dans d'autres clubs allemands. Mais derrière, il y a eu ce prototype très international que Koen Castells de Wolfsburg incarne, c'est-à-dire des grands gardiens de près de 2 mètres qui sont infranchissables sur leur ligne, mais qui n'ont pas forcément la capacité, Donnarumma en est un mauvais exemple justement, à aller chercher les ballons, à aller capter les ballons et à régner dans leur surface comme peut le faire, comme peut le faire Manuel Neuer. Neuer a peut-être baissé par rapport à son tout meilleur niveau, mais regardez encore ses relances, il se précipite à la limite de sa surface de réparation pour relancer. Et cet aspect-là, ça fait aussi partie de la panoplie du gardien allemand, agressif, mais dans le sens offensif. Et c'est vrai que tu as eu raison de vouloir aborder ce volet du football de la Bundesliga, parce qu'on a été servi cette saison avec des gardiens de bon, voire de très bon niveau, qui ont toute la panoplie. Les arrêts sur la ligne, le jeu offensif. Après, dans le jeu au pied, il y a plus d'écrémage. Le jeu au pied d'un Neuer est quasi inégalé encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les relances à 40, 50, 60 mètres sous pression dans les pieds d'un ailier ou dans les pieds d'un Goretzka ou d'un Kimmich, Mais là, c'est c'est pas. rendu une mode un peu partout. On recherche des gardiens qui sont Oui, bons au jeu au mais il pied, n'y en a même pas ici beaucoup. en MLS, on en cherche. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bien que ça tire vers le haut sur les qualités. Mais on demande tout à un gardien aujourd'hui. C'était Ben, déjà un probablement, poste ben, infernal. ben, peut-être que tu as observé, je ne sais pas, ben, probablement que dans les jeunes gardiens, quand on les entraîne, peut-être qu'on les entraîne aussi à pratiquer le jeu au pied, Bien on les sûr. entraîne à être le plus complet possible, même s'ils vont avoir à l'arrivée, il y a des points forts et des points faibles comme tout le monde. Là. Oui, alors c'est Schalke, hein, qui est l'école ultime pour les gardiens, qui est les gardiens qui jouent dans le champ jusqu'à l'âge de au moins 12 ans. Ouais, où Mais Manuel Neuer était d'ailleurs bah oui, c'est à ses ça. débuts. Et donc moi, je suis très content et c'est l'un des aspects du football, un des aspects que je préfère, le gardien qui arrive à décider. Alors sur les pénaltys, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai pas trouvé cette saison qu'il y avait forcément des tueurs de pénalty ou des joueurs comme Hans-Jörg Butt qui marquait aussi, ancien gardien du Bayern, qui marquait aussi plein de pénaltys. Je Mais la terminerai sur. majorité des tirs de pénalty que j'ai vus cette saison, ils étaient tellement tirés avec autorité qu'il n'y a pas beaucoup de C'est gardiens qui vrai. auraient pu les arrêter. Oui, je terminerai par une boutade parce que ça a été vu en Allemagne et ça c'est pour moi un gros échec. Il est parti vers l'Angleterre pour s'en mettre plein les poches alors qu'il était si brillant en Allemagne. C'est Ortega.
le gardien Ortega, qui est un super gardien et qui est évidemment étant remplaçant en Angleterre, je crois que c'est à Manchester City, me semble-t-il, étant remplaçant en Angleterre ne joue pas. Et il faudrait qu'il revienne vers l'Allemagne, quitte à avoir un salaire peut-être un petit peu moins élevé pour nous montrer à nouveau toutes ses qualités. Parce que lui avait été un super gardien avant de partir vers l'Angleterre. Et il est un peu invisible aujourd'hui alors que c'est un super joueur. Ouais, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que j'ai entendu parler de lui, Ortega, là, dans les derniers jours. Personnellement, je vais conclure là-dessus. Ma grande surprise chez les gardiens, ou plutôt ma plus grande découverte chez les gardiens cette saison, ça reste encore Finn Damen du FC Augsbourg. Dans les matchs que j'ai pu voir, il a fait des arrêts clés à des moments Super. précis et qui a Ouais. probablement contribué dans certains matchs à faire la différence favorable en faveur du FC Augsbourg. C'est un gardien qui m'a grandement surpris, que je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvé solide dans plusieurs aspects du jeu. Et s'il n'y avait pas Gregor Kobel, qui a été si dominant pour Dortmund, si j'avais à faire un top 3, je mettrais Finn Damen dans mon top 3, tellement il a été assez fumant à son poste. Et on voit que quand il n'est pas là, par contre, malheureusement, au niveau du deuxième, il y a peut-être un écart. Quand il n'est pas là, la différence se sent. Quand il est là, le FC Augsbourg a une chance légitime de surprendre l'adversaire parce qu'il est capable de faire un arrêt, pas miracle nécessairement, mais un arrêt important, majeur, qui peut s'avérer un point tournant dans la rencontre. Bien sûr. Que d'autres gardiens ne font pas parce que, bon, la plupart des autres noms sont à peu près connus. Mais voilà, donc Finn Damen, c'est ma plus grande surprise cette saison, avec Kevin Müller, bien sûr, mais bon, Heidenheim me surprend au complet, ce qui est déjà énorme pour dire le moins. Ben David, merci infiniment. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir de te retrouver. Et j'ai hâte déjà de te retrouver pour la dernière de la saison, mais pas des moindres, puisqu'on va parler de cette préparation de l'équipe de la Mannschaft pour l'Euro qui approche déjà à grands pas. On pourra évoquer peut-être quelques commentaires sur des choses qui peuvent se produire dans l'actualité, bien sûr. Il y a des revirements de situation, on n'y échappe pas, mais l'essentiel de notre prochaine émission pour la dernière de la saison portera sur la Mannschaft avec, bien entendu, certaines questions que je sens que le public se pose déjà. Est-ce que l'Allemagne va enfin progresser après 3 compétitions où elle a échoué? Est-ce que les jeunes comme Florian Wirtz ou Musiala vont enfin être les chefs d'orchestre de cette nouvelle identité que peut-être Nagelsmann va vouloir implanter pour que l'Allemagne retrouve un peu de sa superbe? Une chose à la fois, évidemment. Et est-ce que, justement, ça va être suffisant pour reconquérir les partisans qui, comme tu le disais, ont laissé cette équipe d'Allemagne? Vous saurez tout ça au début du mois de juin. En attendant, David, merci beaucoup encore une fois pour tes analyses et évidemment ton implication très, très enrichissante, pardon. Et les lumières que tu nous apportes pour nous parler de football allemand et de la Bundesliga. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Gardez un œil, hein. Il y a 2 matchs amicaux. Après le championnat, il faudra digérer finale de Coupe d'Europe. Il y aura 2 matchs amicaux pour l'Allemagne, dont un à domicile contre l'Ukraine, qui nous donneront aussi des enseignements au début du mois de juin pour savoir un peu si on se dirige vers un euro intéressant. Mais on en est loin encore parce que les joueurs que tu cites, Wirtz, Musiala, on l'a bien senti ces dernières semaines, ont besoin d'un peu de repos avant de se relancer et de réussir éventuellement un bel euro. Donc ça, c'est un chapitre qu'on ouvrira plus tard. Il y aura forcément une transition malgré tout entre le championnat, tant mieux pour les joueurs aussi, pour se régénérer un peu, et l'euro, même si ça arrive effectivement très vite, dans un peu plus d'un mois. Ouais, ben on en reparlera de ces matchs amicaux justement dans notre dernière émission pour voir un peu comment les choses se présentent. Je vous rappelle que le podcast est disponible via la chaîne du Cannes Football Club Plus, est disponible sur des chaînes comme Spreaker, Spotify, Deezer, Google Art Radio, iTunes et également Podcast Addict sur vos téléphones cellulaires et que vous pouvez nous écouter en tout temps. Et nous sommes également disponibles en vidéo sur YouTube. Voilà. C'est tout en ce qui nous concerne pour cet épisode du Casa Foot. On se retrouve très prochainement. Et ici, Mathieu Lemay, au nom de David Lortolari, on vous dit au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.